Bon, merci beaucoup, merci pour cet accueil et merci de nous faire intervenir aujourd'hui sur un sujet qui est quand même un sujet très vaste et sur lequel, compte tenu du fait que vous avez tous des fonctions extrêmement différentes, je pense que vous pouvez avoir peut-être des regards aujourd'hui et des approches assez différentes. Donc, dans un premier temps, moi, je vais commencer à vous parler un petit peu donc de ce que nous faisons et de design en général. Donc, la PCI, c'est effectivement une toute petite structure. Actuellement, j'ai 6 salariés, donc c'est vraiment très petit, qui a comme mission permanente de... la première mission, elle était intéressante. Dans les années 80, on s'est intéressé à l'enseignement du design. On a créé des filières longues de formation au design. Nous avons aujourd'hui 1500 designers qui sortent du système éducatif à Bac+5, en gros niveau 1, disons. Et il faut que les entreprises, les administrations et tout le monde soient prêts à les accueillir. Donc la mission de la PCI, qui a évolué évidemment au fil du temps, puisque la situation a évolué, reste toujours de promouvoir l'usage du design dans ses meilleurs aspects, de sensibiliser le grand public au fait que le design, c'est pas juste si on est riche, si on est tendance et si on est parisien, et aussi promouvoir le design français et les entreprises qui utilisent le design pour innover à l'international. Voilà. Et puis, bien entendu, accompagner la profession, puisqu'il s'agit toujours d'être un peu en avance. Alors, c'est une toute petite équipe qui fonctionne en réseau à 2 niveaux, ne vous inquiétez pas. Alors, on va vous montrer pas mal de choses, ne vous inquiétez pas, vous aurez les diaporamas. Donc, vous pourrez regarder et retrouver, ne prenez pas trop de notes. Donc, il y a 2 éléments sur le réseau. La première, c'est qu'on fonctionne en partenariat avec les structures existantes en France et à l'international, qui sont les structures de promotion du design, les organisations professionnelles, les écoles, les musées, etc. Et nous fonctionnons, c'est ce qui est en bas à droite, avec un réseau d'experts. C'est-à-dire que comme nous voulons toujours être en pointe dans le domaine, nous travaillons avec les meilleurs. Voilà, c'est pour ça que je suis avec Christophe aujourd'hui, qui est designer de service et qui fait partie donc des personnes que nous sélectionnons comme parmi les plus actifs et les plus intéressants dans le domaine. Alors, je passe rapidement sur nos principes de fonctionnement. Comme on est une petite équipe en plus, on fonctionne beaucoup en conseil et en assistance à maîtrise d'ouvrage. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et en opérateur, si vous voulez, de projets qui peuvent être menés par différents intervenants, différents opérateurs. On ne veut pas être une structure fédératrice à la française, c'est-à-dire chapeau, mais on veut être un peu animateur de tout ce réseau et de tout ce qui se passe en matière de design. Alors, que faisons-nous ? Nous avons déjà une première action que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous, qui s'appelle l'Observeur du design. C'est une de nos marques, qui est une sélection de réalisations innovantes grâce au design dans tous les domaines. C'est-à-dire c'est des objets, c'est des services, c'est des images, c'est des espaces, que nous présentons maintenant donc à la Cité des sciences et de l'industrie pendant une année entière, ce qui permet de faire des rendez-vous avec des publics extrêmement variés. La prochaine édition alors toutes ces éditions donnent lieu à des catalogues. J'ai amené des exemplaires des catalogues ici que je vais évidemment laisser à la communauté urbaine, qui sont maintenant publiés dans une collection chez Duno. Donc là, vous avez ceux des 2 dernières années. Celui-là, c'est en avant-première que vous l'avez parce que l'Observeur du design, c'est le 9 décembre. Et ça, ce sont tous les produits labellisés qui concourent pour être primés et avoir des étoiles. Donc ça, c'est les nominés, si je peux dire, voilà, de cette année. Deuxième type d'action, bien entendu, notamment à partir de ces objets-là, c'est qu'on va pas mal à l'international et puis on accueille aussi des manifestations internationales avec un ensemble de partenaires français qui sont listés ici, mais c'est juste pour illustrer ce fonctionnement en réseau dans des pavillons à l'international. Au lieu d'avoir des pavillons dans les expositions classiques, c'est-à-dire chacun à 9 mètres carrés ou 3 mètres carrés ou 18 mètres carrés et à une table, 3 chaises et des hôtesses, nous scénographions l'ensemble de l'exposition française sous un nom le nom générique c'est France Design Innovation, mais qui peut être France Forward dans certaines manifestations à Hong Kong, celle-là est à Hong Kong, où nous emmenons donc des délégations qui ont des rendez-vous d'affaires que nous organisons avec UbiFrance et qui peuvent aussi faire des conférences et aussi faire des visites. Donc ça, c'est toute une activité qui va vers l'étranger et qui essaye d'attirer les étrangers. L'expression attractivité de la France, c'est quelque chose de très intéressant. Ça fait des années que j'essaie de convaincre l'Association française pour les investissements internationaux, l'AFI,
de faire venir des entreprises étrangères en France. Et on me disait, oui, alors on va faire venir des agences de design, des écoles de design. Je dis non, il faut faire venir des entreprises en leur disant, il y a de la créativité, il y a du design en France, il y a de la recherche, et il faut que vous veniez pour utiliser nos moyens ici. Et pour la première fois depuis 1 an, nous avons réussi à faire un document que je n'ai malheureusement pas, mais que je enverrai parce qu'il est aussi en PDF, sur l'attractivité de la France en matière de design, qui est destiné à attirer les entreprises étrangères. On travaille beaucoup, donc ça c'est le réseau de nos partenaires internationaux, et avec une variante assez importante au niveau européen. Alors au niveau européen, ce qui est très intéressant, c'est que la Commission européenne a fait un chemin très rapide dans les dernières années. Au moment de du fameux agenda de Lisbonne, on disait encore que l'Europe allait être créative et puis que les pays d'Asie allaient fabriquer et puis que ça allait se passer comme ça et qu'il resterait des exécutants. On s'est bien vite aperçu que c'était pas ça. Et donc la Commission européenne a commencé à s'apercevoir que l'innovation, ça n'est pas que de l'innovation technique. Ça peut être de l'innovation sociale, voire de l'innovation sociétale, et que l'un des objectifs, c'est pas uniquement la compétitivité des entreprises, c'est aussi le bien-être des utilisateurs et des citoyens. Donc ça, c'était quand même tout à fait important. Et donc, la Commission a créé des structures pour essayer de réfléchir à ces questions-là et a fait un grand programme qui s'appelle European Design Innovation Initiative, qui consiste à dire, puisque l'innovation peut venir de l'utilisateur final, comme le design s'intéresse à l'utilisateur final, eh bien peut-être le design est un outil à utiliser. Alors, effectivement, nous avons pas mal d'activités européennes que je ne vais pas détailler. Elles sont là. Nous sommes chefs de file d'un programme dont j'aurai peut-être l'occasion de dire un mot, peut-être enfin, parce que c'est une action possible pour des régions. Et nous essayons de voir, vous voyez que dans cette opération, vous avez d'une part un programme qui s'appelle READY, qui est un programme qui consiste à essayer de donner aux structures régionales et locales les outils pour travailler ensemble et mieux accompagner les partenaires, que ce soit des entreprises, des collectivités ou des associations. Et vous avez un programme qui s'appelle PROUD, qui consiste à dire comment peut-on travailler ensemble, faire du co-design, pour aborder les problèmes de société. Donc là aussi, on pourra en dire un mot tout à l'heure. J'ai amené quelques documents là-dessus. Sur l'accompagnement des entreprises, nous avons beaucoup travaillé sur la manière d'accompagner les entreprises pour les aider à faire du design, mais la grande difficulté à laquelle nous avons été très vite confrontés, c'est que les structures qui elles-mêmes ont pour mission d'accompagner les entreprises, disons les chambres de commerce, les centres d'innovation, les agences régionales de développement, etc., travaillent de manière extrêmement éparpillée et n'ont pas forcément une culture suffisante en matière de design pour bien accompagner les entreprises. C'est l'objet du fameux programme READY dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Activité, enfin, je signale rapidement parce qu'elle est d'actualité aussi, c'est l'accompagnement des jeunes designers. En haut, c'est un exemple de challenge que nous organisons avec EDF et d'Assosystème. Et en dessous, c'est une manifestation qui s'appelle Design mode d'emploi, qui est une action qui vise à préparer les jeunes designers à travailler dans le système économique et social. Bon, parce que c'est bien d'avoir beaucoup de jeunes designers qui arrivent, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont adaptés, etc. Prochaine manifestation, c'est le 10 décembre, et c'est à la Bourse du commerce de Paris. L'image qui est à droite. Nous faisons bien sûr, quand c'est nécessaire, pour mieux connaître le domaine auquel nous nous adressons, nous faisons des études et des recherches. Et là, la dernière que nous avons fait sur l'économie du design en France était assez importante. Malheureusement, elle a déjà 4 ans et je voudrais bien la refaire. C'est dire un peu qui sont les designers, qu'est-ce qu'ils font, avec qui ils travaillent, etc. Quelles sont les entreprises qui font du design, les administrations qui font du design et comment. Et puis aussi un travail de recherche sur l'évolution du métier de designer, puisque tous les métiers actuellement évoluent, d'ailleurs y compris dans la fonction publique, quelle qu'elle soit, et il faut s'intéresser à la manière de mieux s'adapter aux enjeux d'aujourd'hui. Alors, je vous ai mis, elles sont en anglais, mais c'est juste pour, je dirais, le diaporama, et que vous les ayez si vous regardez le diaporama après, quelques citations qui sont plus ou moins anciennes, qui peuvent surprendre. La première, c'est Herbert Simon, qui est un prix Nobel d'économie, qui écrivait en 69 que fait du design celui qui essaye de transformer une action en une action préférable.
C'est-à-dire quand on essaye d'améliorer les choses, eh bien déjà on fait du design. Donc c'est quand même une conception de la part d'un économiste qui était assez intéressante. La seconde, c'est Papanek, qui est un des grands maîtres du design des années 70, qui a été très méconnu ensuite parce que il était très lié au mouvement écologique des années 70 et qu'il était de bon ton, notamment aux États-Unis, de dire design is business d'abord, dans les années 80, mais qui revient évidemment sur le devant de la scène, puisque lui, sa thématique, c'était le design peut nous aider les méthodologies du design peuvent nous aider à modifier nos environnements et éventuellement nous modifier nous-mêmes et modifier la société. Donc c'était vraiment déjà des choses assez précurseurs à l'époque, qu'on a beaucoup oublié dans les discours sur le design, qui est devenu un discours extrêmement lié aux objets. La dernière citation, je l'ai mise parce que c'était le premier pas fait par un vice-président de la Commission européenne qui dit finalement, le design va au-delà des objets et il doit nous permettre de devenir un facteur d'innovation, et de progrès dans tous les domaines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au design? Je ne sais pas si vous arrivez à lire les diapos, c'est peut-être un peu... la première citation que je mets me plaît bien parce qu'elle est très simple, c'est Roger Talon, qui est un de nos designers connus, reconnus. L'un des premiers objets pour lesquels il était connu, c'était le téléviseur Téléavia, vous savez, celui qui avait cette forme un peu arrondie et assez esthétique à l'époque. Ensuite, il a été beaucoup connu parce qu'il a beaucoup designé pour LIP, donc les montres LIP, à un moment donné, designées par Roger Talon, ont été largement médiatisées. Et puis, ensuite, bien sûr, le TGV. Bon. Donc, Roger Talon disait le design ni un art ni un mode d'expression, mais une démarche créative, méthodique, qui peut être généralisée à tous les problèmes de conception. Donc là, on a déjà un élément extrêmement important. Et pourquoi? Parce que c'est une démarche d'analyse qui prend en compte à la fois les aspects fonctionnels et techniques de nos environnements, les aspects économiques, bien entendu, les aspects esthétiques, sensibles et culturels, ça, tout le monde en est convaincu. Les contraintes et normes de sécurité, les normes environnementales et aussi les facteurs identitaires, ce qui est un point important. Voilà. Dans la démarche elle-même, et ce sera particulièrement illustré par le design de service, le design met l'individu au centre de son analyse. Alors c'est intéressant parce que la démarche, c'est pas une démarche qui ne s'intéresse qu'à un objet ou à un espace, il s'intéresse à tout le contexte dans lequel il se situe et éventuellement en comparaison avec d'autres contextes. Donc ça amène à s'intéresser aux pratiques, à s'intéresser aux usages, à s'intéresser aux scénarios de vie et à s'intéresser, quand on met l'individu au centre de l'analyse, quelquefois on parle de l'utilisateur. Moi, aux entreprises, je dis, le design s'intéresse à tous les acteurs de la chaîne de valeur. Et ici, je dirais, par exemple, on ne peut pas s'intéresser uniquement à l'utilisateur final, mais il faut s'intéresser aussi aux gens qui sont en face des utilisateurs, c'est-à-dire les agents du service public, ils sont tous concernés, et il faut optimiser les choses de leur point de vue aussi. Parmi les qualités fortes du design, je le redis parce que je pense que c'est important ensuite de ne pas l'oublier, de ne pas dire que c'est que des méthodologies. Il y a ces qualités de mise en forme et de représentation. Le designer, il a fait une analyse, il a observé des éléments de nature différente, qui sont quantitatifs, qui sont psychologiques, qui sont sensibles, affectives, etc. Et puis il arrive à en faire une synthèse et à vous proposer quelque chose qui donne forme à ces concepts. L'autre élément important par rapport à ce dont on va parler tout à l'heure, c'est la cohérence du discours. C'est-à-dire que si on a une démarche de design qui est bien menée, alors elle donne un discours cohérent. On le voit très bien dans les entreprises ou dans les administrations qui utilisent bien le design, on va en dire un mot tout à l'heure, parce que ça rejaillit à la fois sur la cohérence interne des équipes et sur l'image. Et ça, c'est effectivement très important à la fois pour les utilisateurs et puis pour les personnes qui sont les acteurs. Voilà. Alors l'élément important, c'est que c'est une démarche de projet globale et qui, alors là, a un ensemble d'étapes qui sont appropriées, dont on parlera peut-être tout à l'heure dans les exemples qui vous sont donnés, puisqu'il y a de l'écoute, de l'observation, de l'analyse, de la représentation, du maquettage, du prototypage, y compris sur des services, on prototype des services, etc. Voilà. Donc, je passe sur la définition officielle du design par l'ICSID.
Mais ce qui me paraissait intéressant pour introduire la partie sur les services publics, c'est de dire au fond, dans les études qu'on a faites, on observe, et ça c'est un extrait de l'étude dont j'ai parlé tout à l'heure, on observe quand même des éléments forts qui sont valables aussi bien pour l'entreprise que pour n'importe quel type de structure. Augmente la satisfaction des clients, alors des clients ou des usagers ou des utilisateurs, à 75%. Rendre les structures plus créatives, capables de réagir rapidement et d'accueillir la créativité extérieure. Ça, c'est très important aujourd'hui où on a besoin de créativité un peu partout. 70% des entreprises utilisatrices de design disent que c'est important pour elles et que c'est le cas. Améliorer la communication interne et la motivation des agents ou des salariés, 70%. Mieux prévoir et anticiper le changement, 30%. Ce qui est intéressant dans ces chiffres, c'est que ce n'est pas des réponses. On n'a pas incité les réponses, ce sont des réponses spontanées, donc qui ont été regroupées ensuite dans ces catégories. Donc c'est vraiment ce que pensent les gens, et nous on voit bien que les entreprises utilisatrices de design, il y a une espèce d'enthousiasme interne qui est toujours tout à fait intéressant. Alors que se passe-t-il aujourd'hui dans les services publics? D'abord, les services publics sont de plus en plus souvent utilisateurs de design. Ça, c'est un constat que nous avons fait dans toutes nos enquêtes. Et en fait, c'est vrai qu'il y a du design un petit peu dans tout ce que l'on fait dans la fonction publique, dans tout ce que l'on achète, et notamment dans l'ensemble, je dirais, des achats publics. Donc, je vais en dire un mot avant de passer au sujet de fond, qui est celui de l'utilisation de la méthode de design pour d'autres choses. C'est que aujourd'hui, quand vous avez une prestation qui est une prestation, un logo, une identité visuelle, un catalogue, une lettre d'information, un rapport d'activité, on fait appel à des designers la plupart du temps. Pour un site internet, mais aussi pour la scénographie d'un stand ou d'un pavillon, pour aménager des bureaux, pour acheter du mobilier, pour aménager des espaces d'accueil, des salles de réunion. Il y a du design, il y a des designers qui interviennent de manière plus ou moins explicite là-dedans. Et on constate, nous, aujourd'hui, on voudrait bien que les services publics soient exemplaires en la matière. Or, c'est pas encore tout à fait le cas, et c'est pour ça que je me permets de reparler un petit peu de ces différents aspects. Alors, bon, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que le design, forcément, avec l'attention qu'il porte aux utilisateurs, ça donne forcément un supplément de fonctionnalité, de qualité, de modernité, et là, donc, au service des citoyens. Donc, déjà, c'est un premier élément. Mais comment faire pour optimiser l'utilisation du design dans les services publics? Qu'est-ce qu'il faut? Quelles ressources? Quel accompagnement? Quelle structure? Quelle méthode? Quelle stratégie? Et est-ce qu'on peut redesigner tout ça? Alors, le premier exemple que j'ai pris, j'ai essayé, si vous voulez, de prendre des exemples qui montent un petit peu en puissance par rapport à la proactivité, comme on dit aujourd'hui, des agents publics. C'est d'abord, quand on achète des produits, est-ce qu'on fait en sorte que ce soit des produits toujours bien conçus? Alors, pendant des années, ça n'a pas été le cas, puisque on s'en préoccupait pas vraiment. On prenait des produits qui étaient fonctionnels, qui remplissaient leur fonction et qui n'étaient pas trop chers. Et on prenait les moins chers. Là, on est au mieux 10 ans. C'est déjà mieux que le moins 10 ans. Hein, mais est-ce que le mieux 10 ans peut être lié au design des produits? Oui, si le design est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose qui prend en compte les besoins, la fonctionnalité, l'ergonomie, en même temps que l'esthétique et la facilité d'usage. Tous ces produits-là, il y a du design dedans. Là, je vous ai mis quelques exemples. Ce qui est intéressant, c'est que pour la plupart, ils sont liés à des sélections que nous avons faites, et la plupart d'entre eux, d'ailleurs, sont dans la sélection de cette année. Donc, c'est des objets relativement récents qui vont depuis du mobilier de bureau à gauche pour des modes de travail plus souples et plus informels. On en parlait tout à l'heure avec Steelcase, Christophe. Depuis des sièges, des bancs d'espace public, des rangements de vélos dans l'espace public, des poubelles, etc. Un luminaire urbain. Là, il y a du design. Alors, évidemment, la personne qui achète ça n'est pas en contact direct avec le designer. Donc, l'idée, on achète à une entreprise. Mais ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui décident de l'achat, et je sais par expérience que dans la fonction publique et quelle qu'elle soit nationale, territoriale ou même hospitalière, les personnes sont différentes. C'est-à-dire que les gens qui achètent ne sont pas forcément les gens qui vont utiliser, ne sont pas forcément des gens qui peuvent avoir des idées là-dessus. Donc comment faire en sorte que le point de vue du design soit bien abordé, c'est-à-dire
qu'on adopte bien le regard des différents utilisateurs. Qu'est-ce que va penser la personne qui s'en sert? Qu'est-ce que va penser le client final? Est-ce que c'est adapté à la demande? Un deuxième élément fort dont on reparlera tout à l'heure aussi, c'est qu'il y a une question d'identité aussi. C'est-à-dire que très souvent, on fait des achats, rassurez-vous, c'est pareil dans les entreprises, surtout les grandes entreprises, qui sont éparpillées, chacun fait ses achats comme il l'entend, et c'est pas forcément lié à la cohérence d'une image et de l'identité du service. Or, c'est très important que quand quelqu'un vient chez vous, que vous soyez entreprise ou service public, on ait une image et qu'on dise tiens, ben là, on est dans un service qui est aujourd'hui bien conçu. Alors aujourd'hui, bien entendu, on ne peut pas ne pas penser à la responsabilité sociale et environnementale là aussi. On ne peut pas acheter des produits qui font travailler des enfants ou qui ne sont pas bons pour l'environnement. Et puis j'ai rajouté aussi une contrainte dont on reparlera plus tout à l'heure, qui est que, en fait, il y a des règles déontologiques à respecter dans la relation entre une entreprise et son designer s'il y est. En général, à ce stade-là, quand vous achetez un fauteuil ou autre, vous ne pouvez pas rentrer à ce niveau de détail-là. Encore que dans les procédures européennes, on vous demande et on vous rend responsable de votre sous-traitance. Donc c'est vraiment des préoccupations qu'il faut avoir en tête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, il faut avoir un minimum de sensibilisation de l'ensemble de la structure à qu'est-ce que c'est que ce design dont on parle aujourd'hui, qui n'est pas uniquement l'esthétique des objets, et à la formation des acheteurs publics. Et ça, c'est extrêmement intéressant et important parce que je pense que, d'abord, c'est très intéressant à suivre en général, puisque quand on le fait, on s'aperçoit que ça intéresse beaucoup les personnes qui suivent ces formations. Et puis, il y a aussi, comme autre ressource, la ressource d'aller voir les organisations professionnelles, d'aller voir des structures comme la PCI, qui est une structure de promotion, ou des structures régionales quand il y en a, qui peuvent vous aider à réfléchir à toutes ces questions-là et vous donner un petit peu des pistes, j'en dirai un tout petit peu plus dans 2 diapos. Deuxième cas de figure, c'est pas des choses que vous achetez comme les précédentes, j'allais dire en gros sur catalogue, mais là, vous avez déjà un rôle un peu plus important. Vous dites, voilà, j'ai besoin d'objets spécifiques. J'ai besoin d'une poubelle de ville. Alors là, il y a 2 poubelles là, qui sont montrées. À gauche, c'est celle de la ville de Paris. Ils ont lancé un appel d'offres auprès d'entreprises en disant, ben non, voilà, on voudrait une poubelle, etc. Mettez-vous avec des designers. Donc déjà, il y a une incitation à travailler avec des designers. Et celle qui est à droite, c'est celle de la RATP. Donc vous voyez que c'est à peu près les mêmes questions posées, notamment en termes de sécurité. Donc il y en a une qui joue plus sur la transparence, et celle de gauche, et une qui joue plus sur les matériaux résistants aux explosions éventuelles. Et puis ça va jusqu'aux bancs qui sont à Nice dans un parc public, mais là je vois qu'on ne voit pas très très bien sur les photos. Là, quel est le point important? Le point important, c'est que lorsque on fait un cahier des charges pour acheter ce type de produit, on se pose un petit peu les mêmes questions. Moi je me suis posé des questions. Qui est maître d'ouvrage? Quelle équipe écrit le cahier des charges? C'est des problèmes dont on discute beaucoup avec certaines entreprises publiques à Paris. On en a discuté avec la RATP. Christophe était témoin de certaines discussions, par exemple. Ou la ville de Paris, par exemple, et où on voit que chacun part dans son coin. Et du coup, il n'y a plus de cohérence et il n'y a plus d'image globale. Et où alors que le point de vue du design, il doit être vraiment transcrit dans le cahier des charges, qui doit inciter l'entreprise à utiliser du design et à utiliser un bon designer. Alors là, c'est un peu la même chose. Là, il faut vraiment penser à la question de la maîtrise d'ouvrage et à la formation des maîtres d'ouvrage. Et ce qui nous paraît très important, et je le dis là parce qu'on n'aura pas l'occasion de le redire après, c'est qu'il faut se faire assister en maîtrise d'ouvrage. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut faire du design. Donc, on va recruter un design, une administration ou une entreprise recrute un design, le design va tout faire. Eh bien non, le designer, c'est un designer, il ne connaît pas tous les processus de design, il est un acteur. Un graphiste, il ne saura pas vous conseiller sur des produits, et puis peut-être que vous n'avez pas besoin de produits de plus, donc celui qui va conseiller sur des produits ne sera peut-être pas le meilleur conseil. Il existe aujourd'hui des consultants en ce qu'on appelle le design management, c'est-à-dire la gestion du design, ou encore une fois, les organismes qui sont des organismes comme la PCI ou d'autres organismes du même type, dont c'est la mission d'être assez en amont, de conseiller
pour que les gens ensuite puissent se passer de nous, c'est-à-dire puissent continuer à faire leur travail. Ça me paraît très important. Aux États-Unis, certaines organisations professionnelles vous expliquent que leurs designers passent la moitié de leur temps à réparer les erreurs de leurs prédécesseurs. Et nous-mêmes, nous avons constaté ici. Alors, il y a des cas typiques. Je prends les cas de l'identité visuelle. L'identité visuelle, c'est pas un logo qu'on fait sur un coin de table avec un truc rigolo, sympathique, etc. C'est quelque chose qui doit coller à l'identité, aux activités, et qui doit se décliner sur tous les supports de manière à ce que la structure soit reconnaissable, qu'elle ait une vraie identité. Il y a 30 ans, on avait essayé de convaincre l'administration d'avoir une identité pour l'administration. Un petit peu parce que on s'était aperçu qu'il y avait des pays, par exemple, si on prend le Canada, ils ont une signature qui est la feuille d'érable. Et puis chaque administration a son logo, son identité visuelle, etc. En France, ça finit quand même par déboucher sur la Marianne. C'est pas encore tout à fait idéal, parce que la Marianne en France, elle fonctionne plutôt en chapeau qu'en signature. Donc elle n'a pas le même sens, mais on voit bien qu'il y a quand même cet effort de se dire on reconnaît qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de cette identité. Et ça, il faut vraiment arriver à le faire avec une certaine aide. Alors, j'ai rajouté des exemples qui peuvent aussi vous intéresser. C'est que dans certains cas, on ne fait pas de commandes incluant le design, mais on peut s'associer à des commandes qui elles-mêmes ont fait appel au design. Alors, peut-être l'exemple que vous connaissez ici, c'est l'exemple du milieu qui est Phosphore, parce que je pense que c'est un exemple qui a été développé par la société FH, Dassault Systèmes et la société Puma, et qui, après avoir été expérimenté à Grenoble, l'est ici à Strasbourg et à Lyon, je crois. Je suis pas sûre que ce soit Lyon, c'est peut-être Marseille. On a aussi l'action du Vélib. Vous avez des villes qui se sont lancées dans le vélo partagé, si je peux dire. Et donc, vous avez des villes qui ont ensuite adopté le même modèle. Vous avez des villes qui ont adopté le modèle du Vélib de Paris, d'autres qui ont adopté le modèle du Vélo Plus d'Orléans. Et puis vous, par exemple, vous avez choisi un système complètement indépendant. Bien, donc, et qui est très différent parce que le système culturel est différent et il n'y a pas de solution valable pour tout le monde. Et c'est là que toute l'analyse qui est faite en amont du cahier des charges, etc., est tout à fait fondamentale. J'avais mis à droite, mais il est encore moins lisible, un exemple qui, moi, me paraît très intéressant parce que il n'est pas encore complètement généralisé, alors que ça fait des années que tout le monde sait ce qu'il faut faire. C'est un travail qui a été fait pour la gestion des aéroports, des flux d'aéroports en bout de piste, avec des méthodes uniquement informatisées. Il y a tout un travail qui a été fait avec des chercheurs qui permettent d'optimiser et de rendre plus sûres les méthodes, mais les entreprises qui devraient le développer tardent parce qu'elles ont leur système interne et qu'elles ne veulent pas modifier. Même Thales, par exemple, tarde beaucoup. Et c'est un système qui existe depuis des années. Et puis, il y a des cas où les services publics, comme les entreprises, achètent directement des prestations de design, c'est-à-dire qu'elles font un appel d'offres où doivent répondre des designers ou des équipes de designers. Donc, c'est complètement, là, on monte un peu en puissance, si je peux dire, c'est un peu différent. Et là, vous avez, par exemple, toujours en haut à gauche, un système qui est expérimenté actuellement à Orly, qui permet aux gens qui arrivent de savoir comment ils vont pouvoir utiliser les transports publics. Je vais à tel endroit, je vais devoir prendre tel transport puis tel autre, etc., de manière à optimiser leur parcours visiteur. Je dirais que ça fait partie des travaux sur lesquels on a d'ailleurs travaillé depuis 2-3 ans avec la RATP, avec d'autres dispositifs, en utilisant des méthodes de design de service dont on va parler tout à l'heure. Alors ici, vous avez des exemples très très différents. Au milieu, vous avez un tramway qui n'est pas le tramway de Strasbourg, mais celui de Marseille, qui a été mis là à dessein parce que la démarche utilisée par la ville a été différente de celle que utilisent la plupart des villes. La plupart des villes demandent aux constructeurs, on voudrait donc un tramway qui soit adapté à notre ville, et le designer s'associe, l'entreprise s'associe à des designers, un ou plusieurs designers, pour essayer de répondre à la préoccupation de la ville. Dans le cas de Marseille, ils ont fait, c'est pas la même entreprise, c'est une entreprise canadienne Bombardier qui fabrique, c'est pas Alstom, et là ils ont fait l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à faire l'appel d'offres auprès de designers sur un concept
on voudrait un tramway qui nous ressemble, qui ressemble à notre ville. Et donc, c'est d'abord les designers qui ont travaillé, et ensuite, à partir du travail des designers, on a choisi l'entreprise. Là aussi, parce que c'était un contexte différent, c'était une politique un peu différente, et à côté du tramway qu'on ne voit pas très bien, qui ressemble un peu à un bateau, il y a un siège, parce que parmi les éléments d'identité, il y avait les persiennes que l'on trouve dans le Midi, la couleur bleue, etc. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Pourquoi j'ai mis ces exemples aussi, c'est pour montrer qu'on peut faire des prestations, demander des prestations très limitées. Par exemple, en bas à gauche, c'était le rapport d'activité du ministère des Finances il y a 3 ou 4 ans. Bon. Ça ne ressemble en rien aux autres publications du ministère, ça ressemble en rien à l'image du ministère, à l'image qu'on s'en fait, il n'y a même pas la Marianne habituelle en tout cas. Voilà, c'était une prestation. Et puis à droite, en bas à droite, vous avez tout ce qui a été fait avec BPI France pour essayer de faire une image globale, c'est-à-dire non seulement l'identité visuelle, mais tous les objets qui vont avec, les catalogues, les documents d'accompagnement et même évidemment les espaces d'accueil, les salles de réunion, etc., que l'on voit un petit peu à droite. Voilà. Alors là, c'est peut-être là que je dirais que l'administration peut être exemplaire, parce qu'à partir du moment où elle fait des commandes de ce type, eh bien, il faut qu'elle soit aussi globale que possible, qu'elle respecte autant que possible l'identité, et puis aussi qu'elle respecte les règles de la profession. Je vais vous donner un exemple très simple, qui est que parfois, une administration dit, ben voilà, on veut être présent dans une exposition, donc on veut avoir un stand, on fait un appel d'offres, et puis on dit aux designers, ben on en retient 3-4, une shortlist, comme on dit, et on leur dit, bah, faites-nous un projet. Et puis, voilà, faites-nous un projet. Alors, ils font un projet, ils travaillent, et il se passe rien après. C'est-à-dire que on peut en choisir un qui va développer son projet ou un autre, et les autres, il se passe rien du tout. Or, il y a des règles qui sont les règles de l'architecture, d'ailleurs, en général, qui veulent que quand on fait un travail de création, fût-ce une esquisse, il faut dédommager les intéressés. Donc, il y a tout ce travail-là qui a été fait par l'Alliance française des designers, qui est l'association professionnelle des designers, dans une charte qui est en ligne sur leur site, dont j'ai un exemplaire ici, que j'ai sorti sous forme papier, qui explique un peu comment ça doit se passer pour que les choses se passent dans les meilleures conditions déontologiques. Parce que la prestation de design aujourd'hui, elle est considérée comme une prestation intellectuelle, donc elle relève des prestations intellectuelles et du code des marchés pour ce type de prestation, mais c'est en même temps une prestation de création. Alors, et qui s'adresse à des créateurs. Alors, première chose, les créateurs, ils vont pas aller chercher dans le bulletin officiel. Il faut les informer là où ils sont, d'une part. Et d'autre part, il faut considérer que dans leur prestation, il y a une part de prestation intellectuelle, de méthodologie, et puis il y a une part de création qui, elle, relève peut-être de droit d'auteur. Donc, c'est assez spécifique et je dirais, pour ne pas rallonger, que c'est typiquement le genre de choses où il vaut mieux se faire accompagner pour être sûr de ne pas se tromper dans les démarches. Voilà. Alors, on va commencer à introduire un peu plus près le design de service, avec l'idée que, dans un certain nombre de cas, on se sert du design pour faire des expérimentations. Ce que vous avez là, c'est une station de bus qui est en face de la gare de Lyon, et qui a été installée il y a 1 an. Elle était installée pour 2-3 mois et maintenant elle est restée un peu plus longtemps, pour essayer de montrer ce que pourrait être une station de bus. Il y a peut-être 10 bus là, il y a des moments où il y a 50 personnes dans cet espace. Comment une station peut rendre service aux utilisateurs. Alors ça allait depuis, et il y a même, d'ailleurs on le voit un petit peu à droite, il y a même une bibliothèque. Et très curieusement, d'ailleurs, les gens prennent, regardent un bouquin, le remettent, etc. Alors, c'est réalimenté de temps en temps. Les passants qui, comme moi, terminent un bouquin dans le bus, on le met là. Et puis, on le laisse pour les gens qui sont là. Il y a toute une série de services. Les bancs sont un peu chauffants pour l'hiver, etc. L'idée, c'était de dire comment est-ce que les utilisateurs vont s'approprier ça? Est-ce que ça va les intéresser? Et là, c'est tout le travail du designer d'avoir essayé de proposer des choses assez variées. L'idée n'est pas du tout ensuite de généraliser cette chose-là, mais d'en tirer des leçons pour concevoir d'autres mobiliers urbains qui répondraient à tout ou partie de ces préoccupations. Donc c'est vraiment l'idée que on va permettre à l'utilisateur d'être partie prenante dans
dans la conception des objets de son environnement quotidien. Alors, on a d'autres exemples de ce type, mais j'ai pris celui-là parce qu'il me paraissait effectivement assez intéressant. La RATP n'y croyait pas du tout. Son design manager, puisqu'elle a quelqu'un qui joue le rôle de design manager, a beaucoup insisté. Nous l'avons primé d'ailleurs à l'Observatoire du design il y a maintenant 2 ans. Et parce que vraiment, c'est une démarche extrêmement intéressante de mobilisation des différents acteurs. Moi, je vais peut-être m'arrêter là parce que sinon, je pourrais en parler beaucoup. Voilà, donc tout simplement pour dire que même par le choix du design de manière classique pour les achats et les prestations classiques, je pense qu'on peut être exemplaire et qu'une administration qui est exemplaire dans ce domaine peut aussi arriver à faire des économies. Mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure dans le débat. Merci pour ce voyage, j'allais dire, au pays du design. Je pense que ça nous aide peut-être aussi à dépasser peut-être les représentations qu'on peut en avoir. Vous l'avez dit en commençant, derrière le mot, on a parfois effectivement des représentations un peu simplistes liées à certains objets. Vous évoquez bien une démarche complète tournée vers le changement, l'optimisation, l'expérimentation, vous le disiez. Je pense que ces aspects-là en particulier, pas seulement, sont particulièrement intéressants. Et on aura sans doute l'occasion de les développer. Strasbourg est aussi une terre de design et de formation de designers, à travers la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg et à Mulhouse, ou à l'Université de Strasbourg, à travers l'UFR Art. Donc il y a aussi toute une filière aussi ici de formation et d'activité, sans doute encore à consolider. Voilà, peut-être un premier temps d'échange sur cette approche un peu générale, générique du design, avant de passer la parole à Monsieur Talek pour rentrer plus en détail dans le design de service, puisqu'il est designer de service. Voilà, il va nous expliquer en quoi ça consiste. Alors, il est d'abord designer. Il est d'abord designer de service. Non, mais je pense que c'est important. Ouais. C'est important. Ouais. Prenons les choses dans l'ordre comme vous l'avez fait, d'accord. Est-ce qu'il y a une remarque, une question sur cette première partie, ou est-ce que vous souhaitez qu'on enchaîne tout de suite avec Monsieur Talek? Alors, je vais vous passer la parole. Merci beaucoup. On va peut-être intervertir. Petite chaise musicale. Alors, maintenant on passe à la deuxième présentation. Merci tout d'abord pour cette invitation, Anne-Marie et puis la communauté urbaine. Hop. Donc effectivement, je suis le cofondateur de We Design Services, et donc on est une agence de design de services et d'expérience client. On a été cofondé en 2010 après la sortie donc des Arts Déco de Paris, qui était l'école que j'ai suivie donc de 2005 à 2010, et j'ai tout de suite eu l'envie de créer en fait la structure, parce que c'était une époque où il y avait peu de structures encore en France qui étaient vraiment sur ce scope du design de services et d'expérience, et c'était beaucoup plus simple de commencer de zéro que d'essayer à l'époque de convaincre des entreprises de créer ces postes, parce que très peu d'entreprises avaient ces postes en interne. On allait avoir les grandes, EDF, Veolia, Orange, mais les autres étaient encore timides et commençaient simplement à s'intéresser au sujet. Notamment, on va revenir un peu sur l'historique dans quelques instants du design de service, rapidement, parce que c'est vrai qu'on a fait avec Anne-Marie un certain nombre d'actions pour promouvoir en fait cette discipline et ce nouveau champ du design, parce que c'est vraiment un nouveau champ. Donc ces dernières années. Donc je dirais quelques mots sur notre expertise, on passera sur l'historique de ce territoire, et puis on ira très vite sur les cas concrets qu'on a eu la chance de développer ces dernières années. Voire cette dernière année, ça va très vite. Donc notre expertise, effectivement, elle n'est pas que de concevoir de la forme, mais de donner forme à en fait un ensemble plus complexe qui est au final l'expérience qui va être voulue. Donc il y a
à partir des années 70, forcément des services qui vont apparaître dans nos économies de services, mais est-ce que on a connu des expériences sciemment conçues dans chacun de ces détails dans cette première période jusqu'aux années 2000? Parfois pas forcément, et on se rendait compte d'un certain nombre de ruptures dans ces expériences, que ce soit avec du service après-vente, que ce soit dans tous les services publics ou privés, et donc du coup, c'est au niveau de l'expérience que se joue vraiment l'enjeu donc de ce territoire de conception, parce qu'in fine, c'est de l'expérience A à Z qu'on est capable de concevoir. Donc les dimensions sur lesquelles on travaille, c'est des concepts qui se retrouvent régulièrement donc dans les pratiques, les méthodologies du design de service, qui empruntent au départ aux disciplines du marketing et qui combinent forcément un certain nombre de disciplines, parce que le designer n'est pas seul à concevoir des services, mais il participe d'une équipe pluridisciplinaire. Donc ça va être les parcours clients, d'avoir des capacité de représenter de manière fine chaque étape d'une expérience du client dans un parcours qui a été conçu d'une certaine manière, des points de contact qui sont en fait chaque moment d'interaction entre un client et son service qui vont jalonner ce parcours et qui vont créer justement des chorégraphies si ces points de contact sont bien orchestrés, ou au contraire des ruptures si ces points de contact ne permettent pas à des clients, des utilisateurs d'aller logiquement dans la suite de son parcours, des canaux, parce qu'effectivement on a eu des environnements qui se sont complexifiés, et c'est plus simplement de l'espace, mais c'est du digital, et puis c'est de l'expérience mobile de services qui est arrivée. Donc aujourd'hui on est en fait en permanence dans une consommation omnicanale de nos services et d'univers différents. On va être dans la ville à consommer des services musicaux en même temps qu'on consomme des services de navigation et d'information transport, et donc on a une interaction avec tous ces canaux qui permettent de délivrer le service et qui sont autant de points de contact, du présentiel, de l'humain, de la relation humaine, jusqu'au digital et à d'autres canaux dématérialisés qui arrivent avec l'Internet des objets. Enfin, les processus et l'organisation et la culture, parce qu'effectivement, parfois, quand il faut concevoir des expériences de service, parfois, en entrant par cette approche utilisateur, qui permet de renverser le regard de ces parties prenantes d'une chaîne de valeur qui délivre un service, on rentre plus haut, en fait, au final, dans l'organisation, sa culture, pour repenser la manière dont elle fonctionne et à la fin, finalement, livrer le service qu'on voudrait livrer. Donc, c'est tout ce champ qu'on adresse et qu'on a la chance d'adresser avec des clients et des acteurs formidables. Et juste pour revenir un petit peu sur cette translation, en fait, de valeur qui s'est opérée dans nos économies. Donc, c'est le modèle de Pine et Gilmore, qui sont deux économistes d'Harvard, qui ont théorisé en fait nos transitions économiques, où on avait donc les économies de commodité. Donc il y avait des caractéristiques produits, donc ça va être le grain de café. Il y a eu des produits où il y a eu des attributs, donc on a commencé à packager ces produits pour les différencier, et puis il y a eu des services, donc une ère de la personnalisation, et puis des bénéfices. Effectivement, le fait que on puisse avoir des capsules Nespresso, ça transforme complètement l'expérience qu'on va avoir du café. Et enfin, du service à l'expérience, c'est la ligne ténue qui existe entre le fait que on reproduira ou pas vos expériences, et que il y aura une signature ou pas de marque et en fait de messages et de cohérence donnés à un utilisateur. Ce qui est intéressant à noter dans cette transition économique dans laquelle on est aujourd'hui, les entreprises ont bien compris, c'est vraiment les expériences qu'elles cherchent à concevoir, c'est qu'on ne juge plus une expérience en silo, c'est-à-dire qu'on attend des services publics les mêmes qualités d'expérience qu'on peut avoir dans des relations avec des entreprises privées. On compare de la même manière le fait que le paiement donc par Uber, cet acteur VTC qui a bouleversé nos industries mobilité récemment, et notamment les acteurs taxi, et qui permet une dématérialisation totale du paiement, une simplification à l'extrême du parcours
client, on va comparer ça avec d'autres expériences aujourd'hui, notre quotidien. Donc nos frontières de comparaison des référentiels ont changé et on attend beaucoup d'attention et de travail à ces univers d'expérience. Donc ça c'est un premier point et c'est vraiment un territoire intéressant parce que ça englobe finalement le service, le produit et ses attributs, ce niveau d'expérience, et on se dit qu'on peut travailler sur 4 domaines. Donc l'expérience qu'on veut concevoir, celle qu'on va produire, celle qu'on va délivrer et celle qui sera perçue. Et donc c'est dans cette perception de l'expérience qu'on va voir que le design apporte beaucoup de valeur parce qu'il permet d'aller comprendre cette perception de l'expérience pour en déduire in fine la conception et la production. Donc l'historique rapide de l'émergence du design de service, c'est que dans les années 80, il y a toute une théorisation du marketing des services qui s'opère avec des outils pour représenter et conceptualiser les services, notamment les cartographies de services. Donc c'est Shostak qui développe les services blueprint et qui permet, comme un plan d'architecte, d'aller représenter cette complexité de services. À partir du moment où il y a ces réflexions sur les manières de traiter la complexité du service, forcément le design entre en jeu parce que comme Anne-Marie le dirait, le design est un outil de gestion de la complexité et va permettre par la représentation, par le prototypage, par la scénarisation, d'aller traiter cette complexité. Donc des années 80 aux années 2000, on voit des ponts qui s'opèrent. Ça peut être des agences de design produit qui sentent que le produit n'est plus une réponse seule. Donc les années 2000 ont vu l'explosion de nos, on va dire, des écosystèmes produits, services, expériences. L'iPhone, c'est pas un téléphone, c'est un écosystème et c'est un vecteur d'expérience. C'est bien plus complexe que simplement la forme ou ses caractéristiques. Et donc, dans cette évolution des formes des services, il y a eu une plus grande, on va dire, un plus grand impact du design et une plus grande pertinence. Est-ce que le design vienne jouer un rôle dans ce monde parce qu'il était capable de traiter cette complexité et de jouer en fait un rôle de catalysation, enfin de catalyste avec tous ces acteurs de la conception de services. Mais donc, on a un design de service qui est silencieux, forcément. Il y a des acteurs des années 80 aux années 2000 qui conçoivent des services, et ça va être des ingénieurs des processus, ça va être du marketing, ça va être plein d'acteurs qui ne vont pas forcément avoir cette sensibilité de l'utilisateur final, de sa compréhension fine, et des acteurs qui vont avoir des intérêts économiques plutôt que des intérêts simplement d'usage, qui avant toute chose sont vraiment l'approche du design, un équilibre entre les enjeux de l'entreprise et les enjeux des utilisateurs pour arriver à une viabilité partagée et puis une désirabilité qui fera que les services ou les produits vont être adoptés. Dans les années 2000, on a une démocratisation du design qui s'opère. On a donc les premières industries de services, donc l'Angleterre, les pays scandinaves, qui passent très très vite à ces méthodes, avec des expérimentations qui sont pilotées souvent par des organismes de promotion. Donc on aura le MindLab au Danemark, on aura les initiatives du Red Dot et de Dot 07 au Royaume-Uni, donc portées par le Design Council, qui sont soit des formats courts, soit des formats un peu temporaires, longs d'expérimentation du design dans les services publics, et une nouvelle transition. Donc cette fois-ci, ce ne sont plus des agences design produit qui vont vers le service, c'est des agences de design web qui vont vers le service. Le digital dans les années 2000 a explosé, et ces agences se rendent compte que c'est pas un problème de site web qu'on leur demande, c'est un problème d'expérience de service digital, et elles aussi, elles étendent en fait leur périmètre de conception. 2008, on a une première conférence européenne sur le sujet de design de service. C'est vraiment une date qui marque le rassemblement de la communauté et qui va réunir à la fois le National Health Service, qui est l'équivalent en fait de la sécurité sociale, et des acteurs comme Volkswagen, McDonald's, BT Financial Group, donc un grand groupe financier et bancaire en Australie. Et tous ces acteurs, qu'ils soient publics ou privés, ont pris la mesure et l'importance d'une conception de service et d'expérience
d'expérience au plus haut niveau stratégique de leur organisation. Ils se rendent compte, donc de 2008 à aujourd'hui, la communauté a grandi. On a eu la chance avec Anne-Marie d'organiser en 2011 la première conférence nationale sur le sujet, puis en 2012 d'inviter par exemple des profils comme la directrice du département des futurs services, qui est au sein du département ressources humaines au gouvernement australien, à mettre en capacité l'ensemble des acteurs publics dans cette démarche de design de service et de co-conception avec leurs usagers et leurs citoyens. Donc c'est vrai que c'est encore aujourd'hui des choses qui ont besoin d'être formalisées, d'être répétées, mais on a une vraie adoption qu'on a vue ces dernières années, et toutefois par rapport à nos formations, un enjeu à rattraper parce que on a quand même un peu de retard par rapport à nos pays européens sur cette maîtrise de ce territoire qui est plus complexe et qui forcément fait passer les designers sur des niveaux très stratégiques et d'organisation et du coup très complexes, avec des outils, des méthodologies à développer et à inventer pour avoir des langages partagés. Donc c'est un peu ça qu'on va voir maintenant à travers ces exemples. Quelques retours d'expérience rapidement pour qu'on puisse laisser la place au débat. Et effectivement, le design de service, dès l'amont, c'est utile. Anne-Marie soulignait le fait que c'est important, l'accompagnement dans en fait la prise en compte, la définition des besoins liés à une approche design de service pour faciliter en fait une relation et créer une bonne relation, définir un bon périmètre d'emblée sur un projet plutôt que d'aller taper à côté parce qu'on n'aura pas eu ce temps en amont. Donc on a eu la chance avec la Société du Grand Paris, qui est la nouvelle entité en charge de l'extension justement des réseaux ferrés autour de Paris, de travailler à ce sujet. Eux donc ont des problématiques d'incarnation de marque. Ils ne savent toujours pas s'ils seront assistants à maîtrise d'ouvrage, opérateurs à incarner. Donc il y avait des problématiques de marque à cette époque. Et il y avait en tout cas un enjeu, c'est de bien travailler l'expérience voyageur dans ces nouvelles gares et de piloter cet accompagnement. Donc pour ce faire, forcément, nous on est une toute petite agence et jamais on aurait eu un appel à marché du type de celui que lançait la Société du Grand Paris. Par contre, on a eu la chance de préconiser en fait avec la Société du Grand Paris le contenu de l'appel à marché public et de sensibiliser les équipes justement conception et achat sur toutes les dimensions sur lesquelles le design de service et un accompagnement design de service allaient être pertinentes et allaient pouvoir les définir, emporter plus loin cette vision d'expérience voyageur dans leur réseau et faciliter les collaborations et les langages entre cette structure, Société du Grand Paris, et les acteurs design de service. Effectivement, j'ai eu le plaisir après coup de rencontrer les acteurs qui avaient gagné cet appel à marché et qui m'avaient rapporté qu'effectivement la conversation avait été très efficace parce que d'emblée on avait un même niveau de compréhension et un même niveau de vision par rapport au projet. Donc ça avait beaucoup accéléré et beaucoup facilité la collaboration. Deuxième exemple sur lequel on peut se passer en amont, alors là c'est une plus grosse échelle, c'est à l'échelle des mutations des industries culturelles. On accompagne à la Commission nationale informatique et liberté dans on va dire la prospective des contenus vidéoludiques, vidéo, écrits et musicaux à 5 ans. Et comment vont se transformer ces industries par rapport à l'utilisation des données personnelles. Donc récemment, on a eu l'entrée de Netflix en France, qui est un acteur qui transforme beaucoup la consommation des contenus vidéo. Et on va en avoir d'autres sur tous les domaines dans ces industries qui vont faire levier de ces données personnelles des utilisateurs, donc ce qu'ils consomment, ce qu'ils regardent, quand et comment ils regardent, avec qui, et ainsi de suite, qui seront utilisés pour créer des nouveaux services et des nouvelles expériences. Et ça, c'est intéressant parce que c'est non pas concevoir des futurs services, mais bien imaginer les potentiels et les enjeux de ces industries à 5 ans,
avec ces services qui pourraient s'incarner, pour aider la CNIL à piloter une conversation intelligente avec ses acteurs avant que naissent des conflits, des problèmes, des frustrations entre ces acteurs, et surtout que la CNIL soit moteur d'innovation sur ces industries et comprenne bien les enjeux. Donc c'est un design de service en amont qui aidera on va dire, actions publiques qui seront soit des législations, soit des partis pris stratégiques du gouvernement sur ces sujets à plus long terme. Donc ce sera un cahier qui sera publié autour de mars 2015. Il y a eu un autre cahier sur les objets connectés, en fait l'agrégation des données personnelles sur la santé. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir la capacité des organismes publics à se projeter demain sur l'innovation en utilisant ces méthodologies. Un autre sujet qui peut être intéressant aussi, c'est là complètement en amont de grands chantiers, de grandes transformations, de grands travaux, comment penser non plus l'objet et ses technologies et la problématique, en l'occurrence là la régénération de caténaires pour SNCF, le poteau, la caténaire est quelque chose de très trivial et concret en ingénierie, mais tout l'écosystème qu'il va avoir autour, entre les acteurs, les processus, les usages terrain, qui in fine vont impacter sur cette nouvelle caténaire, nouveau support et nouveau process de régénération. Et en utilisant le design de service, on commence à penser l'infrastructure comme un service, et du coup on commence à décaler en fait une certaine perception de la valeur autour de l'action de la division infrastructure au sein des SNCF, mais aussi une meilleure fluidité dans la conversation entre les acteurs, parce que typiquement là ce sera un chantier qui sera complexe avec des lignes et des voies qui sont très sollicitées et sur lesquelles il va y avoir un jeu d'acteurs complexe, et là le design de service va à la fois servir en conception, mais aussi servir dans la plus grande fluidité autour de ce chantier. Donc on est sur du concret, de la forme, de l'innovation, on est sur de la stratégie, de management, du chantier et des opérations, et on a in fine sur autre chose qui est la culture de l'organisation et ses capacités à innover, puisque là on s'est mis en partenariat avec des docteurs des mines qui développent des théories de la conception innovantes et qui pilotent très finement la création de connaissances dans ces démarches nées à équiper Infra d'une nouvelle méthodologie qui s'appuie sur le design de service et sur d'autres méthodologies pour les aider à innover demain et à les préparer à ces problématiques. Et encore une fois en amont, donc là c'était plutôt des ateliers de vision pluridisciplinaire qui en fait conviaient des architectes, des citoyens, des experts de l'urbanisme pour Bordeaux. C'était piloté par l'agence d'urbanisme de Bordeaux, et là le design de service il était utilisé pour changer un peu la vision de la ville, infrastructure et des réflexions urbaines un peu classiques en une ville servicielle et expérientielle, où demain les grandes allées de mobilité de Bordeaux, qui sont des allées à mobilité rapide qui traversent en fait des périphéries vers le centre de Bordeaux, comment repenser ces grandes allées de mobilité en intégrant les visions de tous les utilisateurs, tous les acteurs, et créer en fait une conciliation entre les intérêts de chacun et trouver des équilibres ou des nouvelles pistes et des nouveaux scénarios. Et donc c'était intéressant parce que par rapport à une vision architecturale, urbanistique et politico-économique de la ville, là le design de service vient croiser tous ces regards, les intégrer, prendre le parcours utilisateur des utilisateurs du coup et des acteurs comme langage commun de tous ces acteurs et aligner les enjeux de chacun à chaque étape pour créer des nouvelles opportunités d'innovation, en tout cas d'optimisation et de prise de décision. Donc concrètement ça ressemble à quoi? Ça va être des ateliers pratiques avec des nouveaux formats où on pense à la ville et ses quartiers et ses différents échelles de représentation à travers un prisme parcours utilisateur, et où c'est plus la grande allée de mobilité structurelle qui est le fil conducteur de l'histoire, mais bien l'usage qu'on va en faire et du coup les opportunités qu'on va pouvoir générer autour de cette problématique. Et une autre manière de faire de la vision, là non plus sur une problématique urbaine, mais plutôt une problématique de stratégie et d'innovation, c'est avec le Grand Lyon sur leur politique donc des
villes intelligentes, où on a eu la chance d'avoir vraiment tous les acteurs de la ville intelligente, que ce soit les acteurs énergétiques, les acteurs transports, les acteurs associatifs, les acteurs culturels et touristiques, les acteurs, on va dire, publics, élus, autour de la table pour un atelier de vision sur des grands sujets qui sont importants et stratégiques pour Lyon demain, et où en fait en une journée on matérialisait des pistes concrètes d'action, de nouveaux services à faire émerger dans la ville pour favoriser le lien social et pour incarner des visions concrètes de la ville intelligente. Et ça passe par peu de choses, mais qui peuvent être mises en place dès le lendemain. Le Grand Lyon, par exemple, organise un apéro tous les mois pour les nouveaux Lyonnais, pour sensibiliser en fait à la fois à l'attractivité de la ville et au programme culturel, ainsi que à l'offre générale dans Lyon. Et un des exemples qui a été sorti de la journée, qui a été testé dès le mois d'après, c'était de créer du contenu autour des supports de cet apéritif convivial, où les personnes allaient repartir avec des programmes, des mini-programmes, des sélections et une curation en fait par rapport au profil de personnes qui participaient à l'apéro et qui allaient donner plus de pertinence dans la découverte de la ville pour un nouveau Lyonnais. Donc juste avec un point de contact, l'apéritif, et avec une approche un peu différente multi-acteurs, on se rendait compte que ce point de contact pouvait être vraiment enrichi et le point de départ d'une belle histoire avec Lyon. Donc il y avait des quick wins, quoi, vraiment des solutions rapides et activables très rapidement, et puis des solutions un peu plus visionnaires de collaboration entre l'Organisation mondiale de la santé et puis les acteurs transports dans le cadre d'un pilotage en fait du niveau de santé de la ville et des enjeux à l'époque où cet été il y avait le chikungunya et quelques autres insectes qui traînaient dans la région. Donc c'est pour vous donner un exemple un peu de scope qui peut être développé. Donc ça c'était en amont, sur des services existants maintenant pour optimiser et innover. Justement Anne-Marie en parlait, c'est vrai que le domaine aéroportuaire c'est un domaine privilégié du design de service parce que c'est un domaine complexe, multi-acteurs, à très haut niveau d'exigence. Où nos voyageurs sont des voyageurs qui traversent plusieurs pays, ont plusieurs expériences et donc ont un niveau de standard qui va être international. Et là, on a eu la chance d'accompagner Securitas Aviation, Air France et ADP sur un point de souffrance très connu, le point d'inspection filtrage et la sécurité qui va être soit traumatisante, soit ralentir le voyageur, et dans tous les cas être un point émotionnel assez stratégique pour l'ensemble des acteurs. Donc il se trouve que Securitas Aviation, c'est dans le cadre d'une stratégie de coopération plus forte avec les acteurs, que c'est pas si facile de faire collaborer ce type de prestataires au sein des milieux aéroportuaires et de porter une collaboration sur ce monde-là, et qu'on a eu la chance donc d'activer tous les acteurs de la chaîne de valeur pour repenser cette expérience du voyageur et in fine du collaborateur. Parce que si le voyageur a une meilleure expérience et si le collaborateur est mis en capacité de délivrer une meilleure expérience, et tout le monde est plus content et ça devient un cercle vertueux. Donc à quoi ça ressemble de prototyper cette expérience de service? C'est beaucoup de recherche et d'observation, comme vous le disiez Anne-Marie. On va être sur le terrain en plongée pendant des semaines pour identifier les on va dire caractéristiques fines de chacune des typologies de voyageurs importantes pour Charles de Gaulle, qui se découpent en segmentation stratégique finalement, un client, et comprendre dans ces caractéristiques fines quels sont leurs points de souffrance, quelles sont les opportunités qu'on peut développer par rapport à leurs points de souffrance, et agréger de la connaissance client à chaque étape du parcours, pour ensuite venir travailler avec l'ensemble de ces acteurs sur des temps très courts de créativité, de co-création, des solutions omnicanales, donc depuis la relation entre voyageurs, collaborateurs et multi-acteurs, jusqu'à des solutions un peu plus digitales et un peu plus prospectives pour optimiser ou en tout cas innover cette expérience.
Donc le langage corporel, par exemple, était un canal gris de collaboration inutilisé entre les acteurs et beaucoup utilisé entre les collaborateurs et les voyageurs. Et donc comment on va travailler sur quelque chose qui est finalement pas si immatériel que ça, ce langage corporel, et qui facilite et fluidifie beaucoup de la conversation entre un voyageur étranger et un collaborateur. Donc c'est typiquement ce genre de problématiques qui vont apparaître dans une démarche de design de service, où on va être en capacité de donner forme à ces interactions d'une manière ou d'une autre. Et donc à la fois d'interaction humaine, à la fois des processus qui sont mis en place de sécurité ou de sûreté, mais qui pourraient être transformés pour devenir plus agréables, qui vont être adressés, et puis forcément derrière la capacité d'organisation à construire sur la connaissance de ses collaborateurs et l'expertise de ses collaborateurs pour emmener plus loin son expérience demain. Parce que ça, c'est vraiment un des apprentissages du projet, et ça l'est à chaque fois. Chacun des collaborateurs est une partie de la réponse aux problématiques qui sont posées au quotidien, parce qu'il est une partie du territoire de l'expérience, et puis il est à capter les besoins clients, voyageurs, il est à capter les ruptures dans les processus et dans justement les opérations. Donc comment on met en capacité ces collaborateurs d'innover demain sur leur service et de co-créer leur service. Un autre exemple que je vais passer rapidement, mais effectivement on fait la même démarche sur la banque postale, où là en ce moment la Poste a une problématique de standardisation de ses approches design de service, et on a pris en fait un exemple avec un des métiers, banque postale, qui est demain quand même un métier très stratégique pour le pivot du groupe La Poste, le pivot économique. Et donc on a accompagné la direction avec la direction de métier Banque Postale dans une démarche A à Z de design de service pour en tirer un format d'industrialisation et méthodologique très structuré et faire en sorte que les autres métiers demain et la direction soient capables de répliquer cette intelligence méthodologique en fait sur d'autres processus et d'autres problématiques qu'ils ont au quotidien. Et on se rend compte que dans cette démarche, il y a souvent ces acteurs, comme dans d'autres qui sont sur des univers assez complexes, une vraie déconnexion avec le terrain et ce qui se passe. Et souvent, dans ce qui se passe au quotidien, il y a des petits hacks, donc des solutions qui sont trouvées par des collaborateurs pour des situations clients, qui doivent émerger malgré des processus, on va dire, de sécurité ou organisationnels, et qui sont autant de vecteurs d'innovation pour l'entreprise de demain, parce que c'est des traces en fait de besoins pour plus de fluidité, et c'est déjà des pistes de réponse. Et donc il y a toute cette intelligence qu'il faut se permettre. Donc qu'est-ce qui est fait aujourd'hui qui n'est pas dans les processus, et pourquoi c'est fait, et pourquoi si c'était pas fait tout tomberait aussi on va dire dans plus de complexité ou plus de problèmes pour le client final. Donc c'est à la fois cette compréhension fine, et puis à la fois la capacité de projection des équipes pour optimiser et innover. Monsieur Talek, je vais peut-être vous proposer, puis on complétera éventuellement dans l'échange par l'un ou l'autre exemple. Ce qu'il y a, c'est que c'est très dense et très riche. Voilà, mais je ne sais pas si vous voulez, à ce stade, en tout cas, moi je suis un petit peu perdu. Voilà, je vous le dis bien humblement, parce qu'il y a beaucoup de choses très passionnantes que vous avez décrites, Madame Boutin, vous-même. Voilà. Simplement, on n'a peut-être pas, à ce stade-là, si vous voulez, une visibilité suffisante, au fond, de ce qui structure la démarche du design de service. Voilà. C'est-à-dire qu'on le perçoit à travers les exemples que vous indiquez, mais voilà, je notais, vous avez parlé l'un et l'autre d'ailleurs de chaîne de valeur, de parcours utilisateur, on entend parler d'ateliers, de forums, de co-création, de prototypage, d'observation de terrain, enfin, des choses tout à fait intéressantes, passionnantes et utiles, et sur lesquelles on n'est pas toujours très averti. Mais ce qui serait intéressant peut-être, c'est de prendre, si vous voulez, 3-4 minutes pour modéliser un peu la démarche, au-delà des exemples. Et voilà, par quoi on commence, qu'est-ce qu'on vise et par quoi on passe, si vous voulez, pour structurer cette démarche design de service dont on pressent comme ça tout le potentiel. Mais je vous avoue, néophyte en la matière, être un peu, je suis pas sûr que ce soit tout seul dans ce cas-là.
voilà, un peu perdu, en manque d'un peu de repères méthodologiques, si vous voulez bien. Vous maîtrisez ça parfaitement, donc vous êtes peut-être au-delà de tout ça, mais nous on a besoin peut-être d'être un tout petit peu éclairé sur la structure de la démarche. Voilà. Donc on va revenir sur les grandes étapes et les grandes lignes. Effectivement, au départ, il y a une commande, et c'est souvent une commande de refonte d'expérience ou de refonte des services. Et l'important dans cette commande, c'est de pas savoir où on va aller. Parce que si on savait où on allait, on n'utiliserait pas une démarche de service. Donc c'est une démarche sur laquelle on va accepter d'aller dans l'inconnu et d'aller en observation. Vous voulez dire, fine. on se dit qu'il y a quelque chose à changer, on ne sait pas forcément quoi, et on veut, voilà, la démarche, elle peut commencer comme ça. Elle peut commencer comme ça. Parfois, il y a des territoires bien identifiés, bien précis, et souvent, ces territoires bien identifiés, bien précis, ne sont que les signes, d'une plus grande maladie. Et donc, soit c'est des entreprises qui ont compris la démarche exploratoire que représente le design de service et vont accepter qu'on aille dans cette exploration, soit c'est des entreprises qui ont identifié des problématiques et qui vont découvrir que elles vont devoir aller un peu plus loin que leurs problématiques pour résoudre leurs problèmes. Donc ça commence par une discussion qui va ensuite très vite se transformer sur une phase d'observation. Donc soit on a des territoires très précis d'observation, soit on a des territoires un peu plus larges, et du coup là c'est très large, et le design va jouer un rôle de captation. Cette observation, elle peut prendre Elle peut prendre des formes différentes, d'interview des différents acteurs, d'observation silencieuse, où on va être en nombre des clients, des voyageurs, des collaborateurs, et suivant les problématiques, ça va être une synthèse créative sur ce qui s'observe sur le terrain à partir des différents moments du parcours voyageur, donc qui eux sont séquencés et qui sont assez clairement identifiés parfois. Et dans ce qui est clairement identifié comme étant un parcours utilisateur du point de vue de l'entreprise, on va réaliser qu'il y a un autre parcours qui existe, c'est celui de l'utilisateur. Donc souvent il va y avoir un processus d'alignement entre le parcours utilisateur tel qu'il est vraiment vécu et le parcours client que pense faire vivre l'entreprise. Et ensuite, au moment de la synthèse de cette observation, qui peut être soit quelques jours, soit des semaines par rapport à une problématique donnée, va donner donc des enjeux, des opportunités très claires et une compréhension sur l'ensemble du parcours client, parcours utilisateur étudié. Et parfois, c'est des parcours utilisateurs ou des parcours acteurs dans le cadre de situations plus complexes où on va avoir aligné tous ces parcours d'utilisateurs et d'acteurs qui font le service, qui font l'expérience, et on se sera assuré qu'on aura une vraie, on va dire, un vrai 360 degrés de ces différents acteurs qui font partie de la chaîne de valeur du service. C'est-à-dire que on aura pensé, oui, aux collaborateurs qui sont au quotidien avec les clients, mais aussi aux partenaires, aux familles des utilisateurs quand celles-ci sont impliquées. On aura été voir vraiment le jeu d'acteurs qui se passe dans un service ou dans une expérience. Donc de cette synthèse créative des enjeux et des opportunités observées, qui peut aussi s'appuyer sur des données quantitatives et qui peut être en fait une agrégation, une vision plus large d'études précédentes, et qui en tout cas aura connecté le qualitatif au quantitatif dans la compréhension de ces utilisateurs. On a une phase de on va dire projection. Alors ça peut être de la scénarisation, ça peut être de la co-création, où on va aller se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces enjeux, par rapport à ces opportunités qu'on a vues, par rapport à ces points de souffrance qui sont dans le parcours client. Et ça peut prendre différentes formes. Effectivement, le jeu de rôle est une manière de prototyper de l'interaction collaborateur-voyageur, client et employé. Employé, manager. On ne sait pas ce qu'on va prototyper, mais il y a des méthodologies pour chacune des formes qu'on va vouloir prototyper. Donc il va y avoir de la co-création peut-être sur les interrelations humaines au sein du service, des prototypes plutôt sur les environnements et les espaces. Et là, on utilisera des méthodologies issues de l'architecture. Est-ce qu'on peut juste une minute s'arrêter sur ce thème de co-création que vous employez? Voilà. Alors la co-création, c'est mettre en capacité les acteurs, les parties prenantes de génération de solutions sur leurs problématiques. Donc c'est leur donner la connaissance que nous on a observée sur le terrain et qui fait ressortir des enjeux, des opportunités, les outils et les méthodologies pour adresser
en fait, ces problématiques observées sur le terrain. Donc, un exemple très clair, quand la SNCF fait de la co-création autour de problématiques de transport en région avec des acteurs, des mairies, des contrôleurs, des conducteurs de bus de sa filiale Keolis et des agents d'information dans les trains, ils vont chacun couvrir une partie de l'expérience voyageur. Et du coup, ils vont chacun connecter leur vision sur l'expérience du voyageur. Ils vont avoir les connaissances qu'on aura observées sur le terrain et ils vont se dire, par rapport à ces enjeux, ces opportunités, leurs différents points de vue, leurs différents regards. Et au fur et à mesure, par un certain nombre de méthodologies qui sont la scénarisation, adopter la posture du et si, des outils pour formaliser des pistes de solutions, ils vont tâtonner et créer des hypothèses et des solutions. Et en fait, parce qu'ils représentent chacun un angle d'intelligence sur l'expérience du voyageur, ils vont arriver à générer des solutions qui répondent à des besoins de terrain, qui répondent à, des vraies problématiques. Typiquement, c'était le fait que ni la mairie, ni la SNCF, ni l'acteur filial Keolis n'avaient les informations pour pouvoir reproduire un itinéraire bis correct quand il y a un problème sur le train, parce qu'il manquait des données et qu'il y avait incapacité à tracer des trajets corrects dans une région en France. Et donc là, du coup, ils se sont organisés pour mieux collaborer sur le partage de ces données et du coup créer un système d'itinéraire bis beaucoup plus efficace. Ça, c'est un exemple. Hein ? Si on commence à échanger. Et là, par exemple, c'est une problématique plutôt stratégique sur comment améliorer nos services voyageurs collaborateurs par le digital. Ouais. Ensuite, l'enjeu, c'est de modéliser quelque chose. Votre démarche amène une recherche, une observation, pour ensuite modéliser, rendre visible. Donner forme aux pistes de solutions, d'amélioration, d'innovation dans toutes les dimensions du service. D'accord. Okay. Donc ça peut être un nouveau processus. Par exemple, prototyper la collaboration entre des acteurs. Donc là, on accompagne Natixis, qui est une banque, notamment d'investissement aussi dans le public, tout ça, sur comment ces managers peuvent mieux collaborer en interne et prototyper des nouveaux services de collaboration, ou en tout cas des nouvelles formes de collaboration entre eux à partir de leurs problématiques et de besoins existants. Donc du coup, l'objectif d'une démarche de design de service, c'est de rendre visible, quel que soit le dit en des mots. Rendre visible, ce sera un des paramètres qui permettra de générer de nouveaux services, de concevoir, d'optimiser ou d'innover. Mais c'est pas que rendre visible. C'est vraiment accompagner les capacités de conception et d'innovation des entreprises et des acteurs en fait de ces services à la fin. C'est un processus. Bonjour, je voudrais savoir en quoi une agence de design de service, pour ce qui est des collectivités publiques, se différencie d'un cabinet expert en évaluation des politiques publiques. En évaluation des politiques publiques. Oui, non, je crois que là vous posez une bonne question, parce que si on reste effectivement à un premier niveau de discours et d'analyse, on rejoint des méthodologies existantes, des méthodologies du consultant. Sur la partie observation, il y a des gens qui font de l'observation. Sur la partie créative, il y a des cabinets de consultants, créativité, etc., etc. Je crois que ce qui est intéressant dans la démarche de design de service, c'est d'abord que c'est une démarche qui part du terrain. C'est pas une démarche qui est étudiée, analysée au niveau de conseils de consultants avec des méthodologies, mais ça part du terrain pour essayer de comprendre ce qui se passe dans un système qui est complexe. Dans les exemples qui ont été évoqués, il y a différentes catégories d'acteurs qui très souvent dans la réalité ne se rencontrent pas et qui ne vivent qu'une partie de la situation.
Prenons, je ne sais pas moi, la RATP à Paris ou un système de transport collectif. Eh bien, vous avez les agents qui se rencontrent pas forcément en plus, qui ne rencontrent pas forcément les utilisateurs, qui n'ont pas forcément les mêmes problèmes. Donc, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'elle part vraiment de la base et qu'elle essaye de décrire de manière aussi détaillée que possible et de manière vécue la manière, ce qu'on appelle le parcours utilisateur. Parcours utilisateur, c'est moi, voilà, prenons les transports puisque c'est un exemple classique. J'arrive à Paris, je suis étranger, je vais à une conférence à tel endroit. Qu'est-ce qui se passe dans mon parcours? Quels sont les points clés, ce qu'on appelle les points de contact? À quel moment je suis en contact avec une personne, avec une machine, avec un transport en commun? Et qu'est-ce qui se passe de positif ou de négatif? Évidemment, il ne s'agit pas que de dire que le négatif. Et qu'est-ce qui pourrait se passer autrement? Moi, j'ai un exemple très très simple qui est par exemple un travail qu'on essaie de faire avec BPI France sur l'amélioration du travail des attachés, des chargés d'affaires. Et on était parti sur des idées qu'il fallait améliorer leur connaissance des dossiers. Et on s'aperçoit qu'en fait, le processus qu'on leur propose pour s'inscrire sur Internet ne correspond pas du tout à leurs problèmes. Ça correspond pas à leurs problématiques. Tout d'un coup, ils sont bloqués et ils ont personne à qui dire qu'ils sont bloqués et que de toute façon, ça répond pas à leurs questions, à leurs problèmes parce que le service qui est proposé n'est pas adapté. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est de prendre un peu les différentes catégories d'utilisateurs et à des moments clés, ces catégories d'utilisateurs travaillent ensemble. L'un des éléments principaux, je dirais, de la démarche de design de service, c'est que c'est décloisonnant. Et que par rapport, alors, est-ce qu'il faut faire appel à un cabinet de design de service? Vous avez posé quand même la question du cabinet, parce que ça veut dire le consultant extérieur. Une démarche de ce type ne marche bien que si en interne, il y a des gens qui sont capables de s'approprier le dispositif. C'est pareil pour les autres consultants. Hein, et de le faire fonctionner en interne. Donc les gens, il y a décloisonnement, il y a une démarche de projet, c'est-à-dire qu'on va arriver à quelque chose de concret. Hein, et on va y arriver avec les utilisateurs. C'est pas uniquement un cabinet qui a des méthodologies extérieures et qui les amène à ce moment-là. Je crois que ça fait partie si vous voulez, des clés. Alors l'autre chose, c'est que ça propose des expériences différentes aux gens. Nous, on a un exemple à Paris qu'on donne classiquement parce que c'est celui de la Poste. Pendant des années, on a vu des bureaux de poste où vous avez des gens derrière un guichet un peu sinistres qui vous attendent comme ça, qui vous adressent pas la parole, qui prennent un air consterné quand vous leur demandez quelque chose, comme si vraiment vous leur demandiez un service impossible. Et aujourd'hui, vous avez des bureaux de poste dans lesquels les gens se lèvent quand vous arrivez, ils vont vers vous, ils vous sourient, ils vous disent « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et ils sont polyvalents, ce qui n'était pas du tout avant, ou en tout cas, ils savent à qui ils peuvent apporter l'autre chose. Alors, je dirais qu'il y a des cabinets de consultants qui font ça maintenant. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec des designers. Le designer ne fait pas tout ça tout seul, et le design de service utilise des designers, mais il travaille aussi avec les gens de marketing, avec les gens de communication, avec un peu tout le monde. Comme il travaille avec des ergonomes sur des produits. Je pense que ce qui est intéressant, c'est le mot de design. C'est pas forcément le designer. Moi, je dis que très souvent que je fais la promotion du design, je fais pas la promotion des designers. Je reconnais que le designer est un élément important du processus de design. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le processus d'innovation. Et si le processus d'innovation, il vient d'ailleurs que du design, eh bien, c'est très bien. Mais à un moment ou à un autre, le design va apporter ce regard un peu transversal, cette capacité d'avoir un discours non verbal. Il dessine, il fait des prototypes, il propose de la gestuelle, qui en fait un outil très intéressant dont les spécialistes de la complexité commence aujourd'hui à voir les perspectives, parce que sinon on vous dit, pour faire communiquer des mathématiciens, des physiciens, etc., il faut parler un métalangage qui est le langage de la complexité. On n'est pas sorti d'affaire. Mais le designer, lui, il peut tisser des liens dans tout ça et donner des représentations où tout le monde se retrouve. Moi, c'est ça qui me frappe beaucoup, si vous voulez, c'est de voir que dans les démarches de réussite de design de service, je dis toujours démarches réussies, parce qu'il faut quand même vraiment bien les réussir. Ensuite, les gens communiquent différemment entre eux. Hein, et ils s'approprient des techniques, ils s'approprient des méthodes. Ce que Christophe vous a pas montré de manière claire, c'est qu'il y a des méthodologies qui sont très basiques. Moi, je vous ai amené des petits toolkits de design de service qui ne sont pas dus à Christophe, mais qui résultent d'un travail fait au niveau européen, qui montrent un peu les méthodologies. Qu'est-ce qu'on donne aux gens pour commencer à travailler ? Qu'est-ce qu'on leur donne pour commencer à travailler ? Alors, des exemples, on en a beaucoup. Moi, l'un des premiers, c'était quand même le National Health Service, Christophe. Quand on a demandé à des designers de travailler là-dessus,
Ils ont réfléchi, ils ont travaillé. À la première réunion, ils arrivent, ils disent à leurs interlocuteurs, donc nous sommes bien d'accord, c'est le malade qui est au centre du dispositif. C'est le patient qui est au centre du dispositif. C'est pas le médecin. Bon. Donc, dans nos difficultés à établir des calendriers de rendez-vous, la priorité doit être donnée aux patients et pas aux médecins. Alors, ça a été un choc terrible, évidemment, pour les gens qui ont dit, oui, parce que... Et en fait, au bout d'un moment, ils ont commencé à voir comment on pouvait optimiser les deux. Ils ont fait venir des médecins, ils ont fait venir des patients, ils ont fait venir un peu tous les gens qui sont concernés par le processus. Et le résultat, c'est quand même, maintenant, les gens attendent 2 fois moins longtemps pour avoir leur rendez-vous. Bon, alors on aurait très bien pu le faire de manière théorique, en y réfléchissant, mais c'est pas forcément le même résultat. Moi, j'ai on prenait d'autres exemples, mais moi j'avais un exemple avec le Pôle emploi qui était intéressant aussi. J'aimerais savoir la différence que vous faites entre le travail d'un designer de service et un ergonome du travail. Alors, c'est une vraie question. Je pense que le design de service va inclure les approches d'ergonomie du travail dans sa démarche, parce que quand on en est à rediscuter des capacités de formation collaborative sur le terrain avec des acteurs aéroportuaires et l'organisation de ces collaborations entre acteurs, pour mieux se former demain à ces problématiques, par exemple donc langage corporel ou traitement multiculturel de l'expérience voyageur, et produire en fait finalement cette nouvelle formation, son organigramme, sa structure, son mode de déploiement et son modèle économique. On n'est plus dans l'ergonomie, on est vraiment dans en fait les stratégies d'une organisation à déployer ces nouveaux services. Donc effectivement, il y a une approche ergonomique qui va être très forte dans toute cette approche parcours client, parcours utilisateur et point de contact, dans les, on va dire, capacités des ergonomes du travail à traiter de toute cette dimension omnicanale qu'est le service, à être à la fois de l'espace, de la conversation et d'interaction humaine, du service digital, peut-être d'autres canaux type objet connecté. Il va avoir cette capacité du design à se déplacer entre acteurs, et puis du fond à la forme, et puis de l'histoire à la manière dont elle est incarnée sur le terrain, qui est une vraie liberté en fait d'opération. Tu veux peut-être ajouter? C'est une question qu'on a eu beaucoup dans les années 80 autour des objets. Quelle différence y a-t-il entre un designer et un ergonome? Je pense qu'effectivement, la démarche du design, c'est une démarche globale où le rôle de l'ergonome, ergonome du travail, ergonome, est un rôle important, mais c'est un rôle qui est, je dirais, assez calibré, qui est assez normé, avec un certain nombre de techniques, un certain nombre de méthodes qui sont de l'ordre de la rationalité d'ailleurs la plupart du temps. Ce qui est intéressant quand on déplace avec le designer, c'est que la pratique du designer, qui est une pratique globale, qui utilise aussi beaucoup son intuition, lui permet de faire des cheminements que ne font pas forcément les autres spécialistes. Par exemple, regarder les objets vus de l'extérieur. Par exemple, on trouve beaucoup avec le regard des différentes personnes. Moi, l'un des exemples que je trouve le plus intéressant en matière d'utilisation de design de service, c'est ce qu'a fait Singapour en disant, au fond, est-ce que notre pays aujourd'hui est prêt à innover pour faire face à notre grand voisin qui va nous manger la laine sur le dos très rapidement? La réponse a été, notre système éducatif ne prépare pas l'innovation. Ça vous rappelle quelque chose? Je pense que le nôtre ne prépare pas non plus. Donc, ils sont engagés dans une démarche, justement, avec quelqu'un qui avait une démarche de design de service, mais qui a apporté sa méthodologie à un travail qui a commencé avec tous les acteurs, depuis les élèves de tous âges, les professeurs, les structures, les entreprises, etc. du pays, qui chaque fois ont regardé ce qui se passait, vu toutes les difficultés et ensemble essayaient de trouver des solutions ou de trouver des nouvelles idées. Et le rôle du designer là-dedans, il est dans la mise en forme, dans la conception, puis de temps en temps dans une
quelque chose qui est un peu de l'ordre de la vision, mais c'est rare parce que tout le monde n'est pas visionnaire, pour essayer d'aider à trouver d'autres solutions. C'est plutôt cette idée de mettre ensemble. L'ergonome, c'est un spécialiste, comme le spécialiste de marketing est un spécialiste de marketing, etc. Mais si on arrive à mettre tous ces gens-là ensemble, et le designer peut jouer un rôle, pas forcément de chef d'orchestre, mais il peut jouer un rôle de lien, de permettre aux gens de communiquer entre eux. De même que moi j'ai beaucoup voyagé en Asie et je me suis trouvée très souvent devant des situations où je ne pouvais pas communiquer avec les gens parce que personne ne parlait un langage commun. J'avais un designer avec moi, en 5 minutes le problème était résolu. Il commençait par dessiner, puis il faisait des gestes, puis il montrait des choses, puis il faisait bouger des objets. Et en 5 minutes, les questions étaient résolues parce que on avait un autre langage. Et c'était jamais le même cas. Dans un cas, c'était un technicien, dans un cas, c'était un informaticien, etc. Je pense que ça, c'est vraiment très, très important parce que on est dans des structures. Moi, je voudrais quand même revenir au problème qu'on a ici en France aujourd'hui. C'est qu'on a des structures qui sont premièrement hiérarchisées du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'on décide par le haut et plutôt que de faire venir les questions du terrain. Et on n'a pas forcément les mêmes solutions, même si on a les mêmes analyses. L'exemple que je voulais donner, c'était l'exemple du Pôle emploi en Lombardie, où ils ont travaillé avec une équipe de recherche en design. Ils leur ont dit, est-ce que vous pouvez nous aider à voir comment on pourrait restructurer notre Pôle emploi? Et les chercheurs ont dit, nous, on veut travailler qu'avec le ministre au niveau territorial, parce que c'est à ce niveau-là que les choses vont se dessiner, mais on va faire un travail de terrain, on va aller voir les gens, et on va surtout leur demander de nous raconter et d'écrire et de dessiner ce qu'ils font et de montrer aussi. C'est pas uniquement de l'observation. Parce que les gens, ils veulent être acteurs. Ils veulent pas être toujours à subir, ils veulent être acteurs. Et en finale, ils sont arrivés à une conclusion très simple qui a été, ben voilà, votre service public de l'emploi, il est 3 fois trop gros. Parce qu'en gros, il y a à peu près le tiers des gens qui relèvent de ce type de service public. Les autres, ils relèvent de conseils privés, il faut les laisser aller sur le marché. Faites des chèques emploi qu'ils vont pouvoir utiliser pour aller voir les consultants de leur choix. Vous pouvez les aider à trouver des consultants si vous voulez, mais vous ne les trouvez pas à leur place, vous les laissez faire. En France, on a fini par faire la même analyse, mais on l'a faite avec nos hauts fonctionnaires, que je connais bien, qui ont fait une analyse et qui ont dit, voilà, eh bien, il se trouve qu'au Pôle emploi, il y a des gens qui connaissent pas assez la réalité du marché, donc il faut embaucher des consultants. Donc maintenant, on a des consultants qui donnent des consultations aux chômeurs, qui sont jamais les bons consultants parce qu'ils connaissent pas forcément le même domaine. Le chômeur reste dans sa position de dépendance. Le service public de l'emploi est resté aussi important en volume. Et le chômeur est déresponsabilisé. Bon, voilà, je caricature un peu, mais c'est pour montrer un petit peu la différence qu'il y a entre quelque chose qui est conçu avec tous les intéressés, qui en plus est quand même autrement motivant, et quelque chose qui est intellectuellement juste, qui est la bonne réponse, mais qui est définie de manière intellectuelle. Alors dans ces démarches-là, il faut faire intervenir toutes les parties prenantes. Et pour rebondir une minute sur les échanges qu'on avait, finalement, il n'y a pas une méthode, il n'y a pas un outil, il y a un mode de pensée par contre qui est de renverser effectivement l'observation en adoptant le point de vue de l'utilisateur final. Je pense que dans les années 2000, on était beaucoup sur l'utilisateur final. On est revenu sur un équilibre entre les jeux d'acteurs, donc regarder les points de vue des différents utilisateurs, aller sur des phases qui sont classiques, oui, mais d'observation, de scénarisation, de co-création, où les gens seront mis en acteurs de conception de leurs expériences, parce que demain, ils y prennent part, ils sont à la coproduire de toute manière au quotidien, ils ont intérêt plutôt à y participer pour l'améliorer parce qu'ils sont vraiment au cœur de la problématique, et puis de mise en méthodologie et d'implémentation in fine de ces démarches. Et donc la première fois qu'on voit une démarche comme ça paraît très abstrait. Mais je peux vous dire que toutes les entreprises ou les organisations dans lesquelles on est passé, et bien finalement, les acteurs se l'approprient hyper facilement, parce qu'une fois qu'on a compris qu'on avait le droit d'être aussi agile, juste en ayant le point de vue d'un utilisateur, puis le point de vue d'un autre, et de regarder la problématique sous tous les angles, avec ces outils qui pilotent quand même la démarche de parcours client, de catalysation des connaissances, et puis après de
en fait, de format de créativité pour aller vers de la production d'idées, de concepts, de services, ils se disent ah mais je peux le réappliquer et puis je peux le tordre et puis je peux en jouer. Et in fine, c'est pas les méthodes, les outils et les phasages types de cette démarche qui vont compter, c'est le mode de pensée et la culture de l'organisation qui va permettre ce mode de pensée, qui importera en fait. Il y avait une question, Sandrine? Oui, juste savoir si vous considérez que toutes les démarches de démocratie participative, quelle que soit la forme qu'elles prennent, sont des modes de design de services ou d'espace public, par exemple. Moi, je pense que y a des démarches de démocratie participative qui s'appuient sur les outils du design de service et qui vont vraiment mettre tous les acteurs au cœur et les accompagner dans la co-création du système même et pas que dans la discussion. Et il y a des démarches de démocratie participative qui vont adopter des approches un peu plus classiques de concertation. Et donc la différence sera dans les acteurs qui auront vraiment utilisé les outils du prototypage, de la scénarisation, de l'observation dans la mise en pratique. Mais in fine, oui, ces démarches-là mettent les acteurs au cœur de la discussion. Donc jusqu'à quel point? Oui, c'est ça. Je crois que la démocratie participative n'est pas en soi automatiquement dans ce registre-là, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est, je crois, particulièrement intéressant, important dans ce que vous dites, c'est-à-dire que dans la recherche de solutions nouvelles, il y a vraiment un enjeu de démocratie participative, en tout cas de coproduction, vous l'avez dit, et que ça suppose quand même un certain nombre de démarches et de processus à mettre en place que de réunir simplement les gens dans une salle pour l'un ne donne pas automatiquement, quoi. Il y a une méthode. Il y a une méthode quand même à déployer. Moi, je voulais aussi, revenir sur un point. D'ailleurs, il y a de belles expériences en la matière de démocratie participative, notamment dans l'aménagement urbain, avec des prototypes et des essais comme ça sur site de solutions. Ça a été fait notamment ici, encore récemment, à Place Erasme à Haute-Pierre. Comment vous accompagnez ce passage souvent difficile du prototype à la consolidation, à la pérennisation d'une solution? Parce que c'est souvent ce qui est le plus difficile. On arrive à imaginer des trucs nouveaux, mais que ce truc nouveau soit durable, après, c'est pas toujours le plus simple. Un petit mot, et puis tu pourras compléter, Anne-Marie, mais effectivement, ce qui est dur, c'est que quand on est en démarche exploratoire et qu'on ne sait pas sur des solutions, on ne sait pas en avance les solutions qui vont émerger et les formes qu'elles prendront. On n'a pas les référentiels pour les valider, les mesurer et les évaluer. Donc à San Francisco, une démarche de ce type avait été mise en place et en fait, ils étaient à tester mais des variantes plusieurs fois par semaine d'une place et de sa configuration pour aller très finement commencer à voir les différents indicateurs qui émergeaient en même temps que les transformations s'opéraient et du coup le changement de référentiel de l'espace même par rapport aux usages que s'appropriaient ou généraient les utilisateurs. Ils n'avaient pas la réponse finale, mais ils avaient une agilité à donner forme à des pistes et puis en fait identifier les indicateurs de mesure et les critères de valeur de la solution. Donc ce qu'il y a, c'est que ce sera toujours un rebond entre la solution qui va être prototypée et la manière dont on le regarde. On accompagne un opérateur transport en ce moment qui a une problématique avec une ville, c'est que son offre de transport semble ne plus correspondre à un besoin de la ville en termes de volume d'utilisateurs qui emploient cette ligne. Sauf que en regardant bien, en creusant le sujet, on se rend compte qu'on observe cette problématique d'un point de vue transport en commun, alors que c'est devenu un service urbain, vecteur de lien social et un fort impact de relation du territoire, sur lequel il faut changer la manière de regarder l'objet et les critères de valeur et d'évaluation de l'objet. Donc il y a toujours cet aller-retour à faire dans les deux éléments. Oui, ce que je voulais dire, c'est que quand vous parlez de démocratie participative, je pense qu'on est un peu au cœur du sujet d'une certaine manière. Mais quand on parle de démocratie participative, en général, on parle de se mettre ensemble pour discuter, réfléchir, essayer d'évoquer des solutions, etc. Là, ce dont il s'agit, c'est de faire ensemble.
C'est de commencer à faire, et de commencer à faire au niveau du prototypage. Et ensuite, quand on parle de prototypage, c'est un grand mot qui a l'air de faire référence à la technologie, mais ça veut dire qu'on met en place une première expérimentation, puis on voit ce qui se passe. La plupart du temps, la difficulté du design de service, c'est d'aller plus loin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait à partir du résultat de l'expérience? Est-ce qu'on va essayer de le généraliser? Moi, je dirais, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Mais ça vous donne d'autres idées, parce qu'aujourd'hui, on sait quand même que l'expérimentation n'a pas vocation à être généralisée telle que. Elle a vocation à être appropriée et ensuite à se déployer différemment. Je dirais, il faudrait être tout le temps en situation d'expérience et tout le temps en situation d'expérimenter, parce que c'est ça qui marche. C'est pas de dire aujourd'hui on va expérimenter ce qu'on avait imaginé il y a 5 ans et on a vu que ça marchait bien, on l'a évalué, donc on va le déployer partout. Ben non, parce qu'aujourd'hui la situation n'est plus la même, mais il faut pas le déployer. Donc je pense que ça c'est un élément tout à fait fondamental et c'est une des grandes difficultés. Alors moi je prends un peu de distance par rapport à la démarche du design de service. C'est qu'aujourd'hui encore, même dans le design de service, on est encore souvent sur un peu sur des coûts quand même. Hein, c'est-à-dire que la demande, elle est faite pour, on va faire ça, on va expérimenter ça, etc. Le véritable enjeu aujourd'hui, c'est comment on en fait une vraie stratégie. Comment est-ce que cette stratégie de prendre en compte tous les fonctionnements, c'est quand même très très important de montrer que c'est ça qui donne un résultat. Et ça, je dois dire quand même que nos amis anglais sont meilleurs que nous là-dessus. Pour terminer, je vais quand même vous donner un exemple parce que que nous avons vécu. Une année, nous avions travaillé avec la Commission européenne sur est-ce que le design peut être un outil de prospective. Et nous avons travaillé avec des partenaires, comme on fait dans les programmes européens, et les Anglais sont arrivés en disant nous, on amène la construction du terminal 5 de Heathrow. Bon, pourquoi la construction du terminal 5 de Heathrow? Eh bien, ils ont dit, c'est très simple, parce qu'on a adopté une démarche de design management. C'est-à-dire qu'au lieu de faire comme vous, c'est-à-dire quand on fait un aéroport, on fait un appel d'offres où on fait des lots. Alors, il y a le lot des bornes de dépôt des bagages, il y a le lot ceci, ce sont des lots physiques, et on fait des lots, et puis on fait un appel d'offres, et on attend qu'il y ait des réponses. Nous, on ne travaille pas comme ça. Le design management, c'est pas ça. Le design management, on découpe par utilisateur. Et alors on dit, voilà, le premier lot, c'est l'utilisateur britannique qui part pour les pays d'Asie. Le deuxième, c'est un Asiatique qui vient en Europe et qui arrive à Heathrow pour aller dans les autres pays européens, etc. C'est ça nos lots. Et on les analyse à fond avec les intéressés, avec leur parcours d'utilisateur, etc. Et à la fin, on croise tout ça avec les préoccupations habituelles de découpage des locaux, des espaces, des fonctions, des personnels qui sont là. Et donc voilà, on s'est fixé que à Heathrow, les gens, en 20 minutes après l'atterrissage de leur avion, ils étaient dehors, etc. Et qu'en même temps, ça c'est pour les gens qui doivent être dehors, mais que les gens qui font la maintenance, ils ont aussi d'autres contraintes. Et on s'est fixé de faire tout ça en optimisant. C'est pas parfait sur aucun point de vue, mais c'est optimisé pour tout le monde. Et j'avoue que c'était très intéressant de voir qu'on n'arrive évidemment pas du tout aux mêmes solutions. Et très peu de temps après, c'était le moment où on avait le terminal F qui venait d'être construit. Et je revenais d'Asie. Et là, j'arrive et je trouve qu'il y avait une espèce de centralisation de la livraison des bagages où on vous disait dans un quart d'heure ou 3 quarts d'heure, votre bagage sera à tel endroit, etc. On avait tout centralisé. Et j'ai passé 2 heures à l'aéroport avant de pouvoir sortir. Et lorsque j'ai rencontré quelqu'un de l'aéroport de Paris, je lui ai parlé de cette expérience anglaise et j'ai dit, mais vous voyez que quand on s'occupe des utilisateurs, mais c'est ce qu'on a fait nous. On s'est occupé des utilisateurs, on a consulté le syndicat des bagagistes qui nous a dit, il faut tout centraliser. Et la personne avec qui je parlais voyait que j'étais un peu stupéfaite. Et je dis, mais vous avez consulté les voyageurs? Non, les voyageurs, on sait ce qu'ils veulent, on sait. Il y a des études qui ont été faites. Non, mais c'est pas la même chose. Les pilotes, alors là, ils m'ont dit, écoutez, vous êtes arrivé à quelle heure? Je dis, on est arrivé à 11h du soir. Je suppose que vous êtes garé, votre avion s'est garé à l'autre bout de l'aéroport. J'ai dit oui. Il me dit, voilà, on n'a pas consulté non plus les pilotes. Donc du coup, on se préoccupe uniquement, on s'est même pas préoccupé de la maintenance, qui le lendemain matin va aller trouver ses avions là où ils peuvent. On s'était préoccupé d'une catégorie d'utilisateurs. Et ce qui est intéressant dans ce type de démarche, c'est de pouvoir se dire qu'à un moment donné, on change d'état d'esprit et que chaque fois qu'on fait quelque chose, on pense
à ce qui va se passer pour les catégories d'utilisateurs. Christophe a parlé d'une personne qui, en Australie, était chargée, un haut fonctionnaire, chargé de sensibiliser toutes les catégories de personnel à ce qu'on appelle, un mot qu'on n'a pas utilisé ni l'un ni l'autre, qui est le design thinking, c'est-à-dire en gros se mettre à la place des catégories d'utilisateurs et c'est d'essayer de réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour améliorer et les mettre ensemble pour qu'ils améliorent ensemble et pas les laisser cloisonner comme chez nous. Donc je crois que c'est un vrai enjeu qu'on a essayé de développer un peu avec le SGMAP, le secrétariat général de la mission de modernisation de l'action publique, notamment dans des réseaux internationaux, mais c'est extrêmement difficile parce qu'on est très cloisonné verticalement et horizontalement. On a des hiérarchies, on a des gens qui sont sur des territoires, et c'est très difficile de leur faire admettre qu'il y a des solutions qui remettent complètement en cause à la fois les cases et les hiérarchies. Merci. On va s'acheminer vers la fin de notre rencontre. Est-ce qu'il y a d'insupportables frustrations? Il y avait une question là. Voilà, peut-être une dernière question. Oui, on y a répondu partiellement. En fait, vous faites un beau métier dans la mesure où vous avez au départ une commande qui est forte et assez peu claire. Vous la retravaillez et vous en refaites un concept ou une problématique plus générale. Et ma question, c'était de savoir si, à ce stade-là, vous avez des commanditaires qui ont eu peur de la reformulation que vous en avez faite et subséquemment qui dérange aussi les modalités d'organisation en place. Vous parlez justement de ces silos, de ces cloisonnements qu'on a dans toute grande organisation. Et est-ce que cette organisation en place a été un frein à la mise en place de la méthode design? Alors, parce qu'elle aligne les enjeux des différents acteurs, en fait, dans la démarche, dès l'amont, et qu'elle les met en position d'acteurs, il y a beaucoup moins de frustration qui pourrait apparaître et émerger à la fin. Et la démarche va être une conciliation des intérêts de chacun pour l'agilité de la solution et on va dire le fait qu'elle émerge. Donc parfois il va y avoir des consensus, parfois il va y avoir des périodes de tension parce qu'on va essayer d'argumenter et avec les bons arguments pourquoi il faut changer vraiment de scope ou pourquoi il faut challenger des organisations existantes, mais parce que la démarche a mis ces acteurs en fait dans l'énergie. C'est beaucoup plus fluide et il y a beaucoup moins de conflits puisque tout le monde est écouté et tout le monde a droit de parole et surtout dans on va dire la connexion des enjeux de chacun de ces acteurs, il y a souvent en fait des ruptures qui ne devraient pas exister et qui avec des nouveaux jeux d'acteurs pacifient ou favorisent de meilleures collaborations in fine. Parfois bien sûr il y a eu des démarches qui challenge vraiment des visions existantes et qui font se reposer des questions. Et il y a des temps comme ça dans des projets où il y a un peu de violence au sein du projet avant qu'on réalise que finalement c'est peut-être la bonne solution. Et en termes de positionnement des responsables hiérarchiques des acteurs de terrain? Alors il y a toujours dans un projet d'accompagnement en fait d'abord un temps de créativité qui est très large et qui va aller très haut et puis une volonté de n'importe quel commanditaire, de n'importe quelle organisation de redescendre sur des niveaux de réassurance et de classique et de quotidien. Et en fait toutes les solutions qui vont être formulées vont parfois avoir tendance à être redescendues vers plus de réassurance de la vie de commanditaires. Et ça va être un rôle que d'avoir les bons métriques et bonnes mesures des solutions et des hypothèses proposées, notamment c'est pour ça qu'elles sont prototypées, itérées sur le terrain et qu'il y a souvent peu de choses à en dire une fois qu'elles ont montré leur valeur par elles-mêmes et qui finalement faciliteront la décision. Mais je pense que très franchement, ce que j'en retiens, moi, c'est que la démarche et que le design de service est sans doute fait pour bousculer. C'est sans doute une de ses perspectives, mais il le fait avec une observation importante, fondée, une analyse du vécu et du terrain, vous l'avez dit, et il le fait avec des logiques de co-création, c'est-à-dire d'implication de toutes les parties prenantes, de tous les points de vue, qui s'expriment, qui se confrontent. Donc c'est fait pour bousculer, c'est fait pour produire des solutions nouvelles, vous l'avez dit, et c'est possible
de se laisser bousculer ou de bousculer soi-même sa propre organisation, parce que tout le monde est impliqué. Je pense que c'est ça sans doute l'enjeu majeur, et c'est en ça sans doute que vous le dites, certaines démarches ont réussi, d'autres moins, dans cette partie à plusieurs. On va peut-être, à moins que ce soit vraiment... C'est pas tellement que c'est réussi ou pas réussi, c'est que ça s'arrête à un moment donné, parce que les gens on n'arrive pas à aller au-delà dans la prise en charge des solutions et des personnes intéressées. Ce qui explique que très souvent, ces démarches peuvent prendre du temps. Au départ, ça va très très vite. Vous mettez les gens une journée et demie ensemble, ils vous produisent des trucs que vous n'imaginez absolument pas. Parce que vraiment ils ont plein d'idées, etc. Et puis au moment où ça doit passer un cap, parce qu'il y a de la hiérarchie ou il y a des structures, eh bien ça passe pas, et puis ça repasse quelques mois plus tard d'une autre façon. Donc il faut être très pragmatique, très modeste, et accepter qu'il n'y a pas de solution idéale. Ça dépend des personnes qui vont être capables, qui vont être là à même de prendre les choses en charge. Merci, mais les cadres que nous sommes, quel que soit le niveau hiérarchique, peuvent être aussi des facilitateurs de ces démarches et de ces innovations. En tout cas, je crois qu'on y est réellement appelé. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, à Madame Boutin et à Monsieur Talek de toutes ces expériences partagées. Et merci à vous tous et très bonne soirée.